Le gâteau reposait, intact, au milieu de la table. 40 bougies vacillaient comme les yeux d'un accusateur dans un prétoire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Autour de moi, les invités s'agitaient sur leurs chaises. Leur sourire forcé glissait de leur visage comme du maquillage sous les projecteurs. Ils assistaient à un spectacle qui était sur le point de commencer. Dans mon imagination, ils le disaient déjà à voix haute. Permettez-moi de vous présenter Émilie. Nous vivons ensemble depuis 7 ans. Et voici nos enfants, Chloé et Justine. Ces mots n'ont pas été prononcés. Ils ne résonnaient que dans ma tête, mais si fort qu'il semblait que le jardin s'était figé sous leur écho. Mais en réalité, le silence fut rompu par une voix complètement différente, calme, inconnue, empreinte de cette politesse feinte que je reconnus dès le premier mot. Chers invités, voici ma collègue de Boston, Émilie, et ses enfants. Quelqu'un dans la foule eut un hoquet de surprise. Même ceux qui ne savaient rien l'ont senti. Il n'y avait aucune vérité dans ces paroles. Mon mari, avec qui j'avais vécu pendant 14 ans, se tenait devant moi, tenant par la taille une femme dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. À ses pieds, 2 enfants étaient accroupis. Ils me regardaient avec de grands yeux, comme s'ils observaient un monde étrange et incompréhensible. Le jardin devint silencieux, de ce silence si particulier qui précède un orage, quand tout autour retient son souffle en attendant l'éclair. Je balayais du regard les visages de mes amis, collègues, voisins. Tous étaient devenus les témoins de ma disgrâce. Certains savaient, cela se voyait à leurs yeux baissés. D'autres semblaient tout aussi choqués que moi. Mais ce que Roger ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais découvert sa trahison 6 mois plus tôt. Et ce soir, ce n'était pas seulement la célébration de mon anniversaire. C'était le jour du jugement. Nos regards se croisèrent. Je souris. Non pas avec pitié ou abattement, mais calmement, presque solennellement. De la manière dont sourit une personne qui sait qu'elle a toutes les cartes en main. Comme c'est gentil de nous présenter enfin, dis-je en attrapant le couteau à côté du gâteau. Maintenant, laissez-moi vous présenter quelque chose. J'avais tout. Du moins, c'est ce que tout le monde autour de moi disait. De l'extérieur, ma vie scintillait comme du champagne de luxe, une carrière réussie d'avocate dans un grand cabinet, une magnifique maison de banlieue dans une résidence sécurisée, un mari séduisant qui partait souvent en voyage d'affaires pour son poste prestigieux au sein du groupe Wester. Après des années à essayer de tomber enceinte, nous avions finalement accepté de ne pas avoir d'enfants et appris à jouir de notre liberté. Nous parcourions le monde, entretenions un large cercle de connaissances et ne comptions pas notre argent. « Tu as tellement de chance », m'avait dit ma sœur Mindy lors de notre déjeuner du samedi. Roger est un rêve. Tu te souviens comme toutes mes amies t'enviaient quand vous vous êtes mariés? Je hochai la tête machinalement, piquant ma salade avec ma fourchette. Depuis longtemps, j'avais commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Les voyages d'affaires de Roger devenaient plus fréquents, se prolongeant parfois sans préavis. À la maison, il était distrait, vérifiant constamment son téléphone, s'isolant dans une autre pièce pour parler. Lily, Mindy agita la main devant mon visage. Où es-tu? Juste fatigué par le travail, mentis-je. Nous avons une grosse fusion en ce moment. Mais il ne s'agissait pas du travail. Il s'agissait du vide grandissant dans ma poitrine chaque fois que Roger m'embrassait pour me dire au revoir, de la façon dont son regard ne croisait plus le mien quand il disait « je t'aime ». Des petites choses qui, additionnées, formaient une image que je n'étais pas prêt à voir. Après le déjeuner, je pris le chemin le plus long pour rentrer, traversant notre quartier huppé. Les maisons se dressaient, fières et impeccables, cachant derrière leurs belles façades les secrets des autres, tout comme mon mariage. En approchant de la maison, je remarquai la voiture de Roger. Étrange, il avait dit qu'il avait une réunion toute la journée. J'entrai sans bruit, entendant sa voix depuis le bureau. « Tu me manques aussi, chérie. »« Oui, je sais. Je vais trouver une solution. Je te le promets. Embrasse les enfants pour moi. » Je me figeai sur le seuil. Le sang dans mes veines se transforma en eau glacée. Des enfants? Quels enfants? À cet instant, ma vie se divisa en un avant et un après. Je t'aime, Émilie, plus que tout au monde. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme des gouttes de poison sur la pointe d'une dague, prête à tomber pour tuer. Je reculai en silence, retourné à ma voiture. Les mains tremblantes, je démarrai le moteur et partis, n'importe où la route me mènerait, juste loin. La pluie commença en même temps que les larmes qui coulaient sur mes joues. On dit que l'ignorance est une bénédiction, mais une fois le voile levé, il n'y a pas de retour en arrière.
La semaine suivante, je jouais le rôle de l'épouse parfaite tout en me transformant en détective enquêtant sur mon propre mariage. Roger partit pour un énième voyage d'affaires, ce qui me laissa le champ libre pour fouiller. Je commençai par son bureau. Rien dans les endroits évidents, il était trop prudent. Mais dans un coin reculé du classeur, derrière des déclarations de revenus datant de 5 ans, je trouvai un dossier intitulé Immobilier, Boston. Nous ne possédions aucune propriété à Boston. À l'intérieur se trouvaient les documents d'une maison achetée 6 ans plus tôt au nom de Roger et d'une certaine Émilie. Il y avait aussi des quittances de prêts hypothécaires, des factures de services publics et des factures de garderie pour Chloé et Justine. Mon mari avait une autre famille, une autre vie, une autre femme. Assise sur le sol de la chambre, au milieu des preuves de sa trahison, je ressentis un calme étrange. Les larmes avaient séché, remplacées par quelque chose de plus froid et de plus déterminé. Ce soir-là, j'appelai mon amie Rachel. « J'ai besoin d'un bon détective », dis-je sans préambule. « Lily, que s'est-il passé ?»« Tout, répondis-je. Et je vais avoir besoin de ton aide. » 3 jours plus tard, j'étais assise dans un café d'un quartier voisin, en face de Grégory, un ancien inspecteur de police devenu détective privé. « Lily, êtes-vous sûre de vouloir savoir ?» demanda-t-il après avoir entendu mon histoire. Parfois, la vérité est pire que l'ignorance. Je le regardai droit dans les yeux. La vérité est déjà pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Maintenant, j'ai besoin de preuves. Au cours du mois suivant, Grégory m'envoya régulièrement des rapports, des photos de Roger avec Émilie, de Roger avec sa seconde famille dans une résidence sécurisée UP près de Boston appelée Sunnyville, une copie de leur certificat de mariage enregistré 7 ans après le nôtre, un mariage légalement considéré comme non valide, des documents financiers, surtout, des traces de fraude, des virements sur des comptes fictifs, des schémas d'investissement bidons impliquant des dizaines de personnes. Mais le plus dévastateur fut une police d'assurance de 3 millions de dollars dont Émilie était l'unique bénéficiaire. Il construit cette double vie depuis des années, m'expliqua Grégory lors de notre dernière rencontre. D'après ce que je comprends, aucune des deux familles n'est au courant de l'existence de l'autre. À la famille de Boston, il a dit qu'il travaillait dans la vente internationale. Cela explique ses absences. Mais comment est-ce possible de nos jours? Comment a-t-il pu se marier une seconde fois? Demandai-je. Différentes régions ont différentes bases de données, clarifia Grégory. Si les mariages ont lieu dans des villes différentes, avec en plus de faux documents de divorce. Malheureusement, notre système n'est pas parfait. De plus, à en juger par les documents, il a utilisé des relations. Je hochai la tête, prenant l'épais dossier de preuves. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je partais, Grégory m'interpella. Lily, quoi que vous décidiez, soyez prudente. Je me retournai avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. J'ai cessé d'être prudente il y a longtemps. La plupart des gens se précipitent dans la vengeance. Ils agissent de manière impulsive, commettent des erreurs et se rendent vulnérables. Je n'allais pas répéter leurs erreurs. Pendant encore 2 mois, je jouais impeccablement le rôle de l'épouse sans méfiance, accueillant Roger avec des baisers à son retour de voyage, écoutant attentivement ses mensonges sur les conférences téléphoniques et les réunions avec les clients. Pendant ce temps, je démantelais méthodiquement notre vie commune, brique par brique. D'abord, les finances. En tant qu'avocate, je savais exactement comment me protéger. Je documentais tout, copiais les registres et transférais systématiquement de l'argent sur des comptes auxquels il ne pouvait pas accéder. Je consultais Lucas, le meilleur avocat spécialisé en divorce de notre cabinet, lui montrant les preuves de la seconde famille de mon mari, de leur faux mariage et de ses traces de fraude. C'est extraordinaire, dit-il en étudiant les documents. De toute ma carrière, j'ai rarement vu des cas aussi limpides. En plus de la fraude, il y a aussi la falsification de documents, un faux certificat de divorce utilisé pour le second mariage. C'est un délit distinct. Je ne veux pas seulement un divorce, expliquai-je. Je veux qu'il perde tout. L'avocat enleva ses lunettes, me regardant attentivement. Lily, je comprends votre douleur, mais la vengeance apporte rarement la satisfaction que les gens en attendent. Il ne s'agit pas de satisfaction, répondis-je. C'est une question de justice. L'étape suivante consista à former un groupe d'alliés. Je choisis avec soin à qui parler, ma sœur Mindy, mon amie Rachel et ma collègue Sarah, des personnes en qui j'avais une confiance absolue et qui pouvaient m'aider dans mon plan. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, fulmina Mindy en examinant les preuves. Mon propre beau-frère menant une double vie pendant tant d'années.
Qu'est-ce que tu vas faire ? demanda Rachel. Je leur exposai mon plan, observant leurs expressions passer du choc à une admiration réticente. C'est énorme, dit finalement Sarah, et plutôt risqué. Pensez-vous que ça marchera ? demandai-je. Elles échangèrent un regard avant que Mindy ne prenne la parole. Si quelqu'un peut réussir ça, c'est bien toi. La dernière pièce du puzzle se mit en place lorsque Roger mentionna mon 40e anniversaire à venir. Nous devrions organiser une fête, suggéra-t-il un soir. Quelque chose de spécial pour marquer le coup. Je levai les yeux de mon livre. Mon cœur battit plus vite malgré mon calme apparent. Ça a l'air merveilleux. Peut-être que tu pourrais l'organiser. Inviter tous nos amis. En faire une surprise. Il parut satisfait de mon enthousiasme, ne remarquant pas le calcul froid derrière mon sourire. Des demandes particulières ? demanda-t-il. Juste une, répondis-je. Je veux que ce soit inoubliable, pour que personne ne l'oublie jamais. Je devais voir mon ennemi face à face. 3 semaines avant mon anniversaire, je pris un jour de congé et me rendis à Boston. Grâce aux observations de Grégory, j'avais mémorisé l'emploi du temps d'Émilie. Le vendredi après-midi, elle travaillait à la bibliothèque du lycée. Je la trouvai exactement là où je m'y attendais, rangeant des livres sur des étagères dans une bibliothèque scolaire chaleureuse. Jolie mais simple, les cheveux châtains attachés en queue de cheval. Des vêtements simples, un maquillage minimal, environ 8 ans de moins que moi, pas plus. Je l'abordai directement. « Excusez-moi, êtes-vous Émilie » Elle leva les yeux avec un sourire amical. « Oui. Comment puis-je vous aider ? Vous cherchez quelque chose en particulier ? En fait, j'écris un article sur les familles où les 2 conjoints ont une carrière, mentis-je avec aisance, pour un magazine. Un des professeurs a mentionné que vous pourriez parler de la façon dont vous conciliez vie de famille et les voyages fréquents de votre mari. » Son visage s'illumina. « Oh, bien sûr. Je serais ravi d'aider, même si je ne suis pas sûr que ma vie soit si intéressante. » Nous nous installâmes à une petite table dans un coin. Mine de rien, j'activai le dictaphone de mon téléphone. « Parlez-moi de votre famille, demandai-je. » Eh bien, il y a moi, mon mari, Roger, et nos 2 enfants, Chloé et Justine, commença-t-elle, me montrant des photos sur son téléphone. Roger travaille dans la vente internationale, donc il est souvent absent. C'est dur pour les enfants, mais on s'en sort. Comment vous êtes-vous rencontrés ? demandai-je, gardant un sourire professionnel même si tout en moi se tordait. Lors d'une conférence il y a 7 ans, dit-elle en rougissant légèrement. C'était si romantique. Il faisait une présentation et il y a eu une étincelle instantanée entre nous. Il venait juste de divorcer à l'époque. Je hochai la tête d'un air encourageant, m'efforçant de garder une expression neutre. Divorcé, bien sûr. Qu'aurait-il pu lui dire d'autre ? Nous nous sommes mariés assez rapidement. Certains pensaient que c'était trop rapide, poursuivit-elle. Mais quand on le sent, on sait que c'est vrai. Absolument, approuvai-je. Et il voyage beaucoup. À quelle fréquence ? Environ 2 semaines par mois, soupira-t-elle. C'est difficile, mais il construit quelque chose d'important pour notre avenir. Il dit qu'il va bientôt réduire ses voyages et passer plus de temps à la maison. Pendant qu'elle parlait, je l'étudiais. Dans ses yeux, aucune trace de tromperie, aucun indice qu'elle faisait partie d'une trahison monstrueuse. Elle était tout autant une victime. Aimant le même menteur que j'avais autrefois aimé. Après une demi-heure, je terminai l'interview et la remerciai pour son temps. C'était agréable de discuter, dit-elle. D'habitude, je ne parle qu'à des enfants. Une conversation d'adulte est si rare. Alors que je partais, elle m'interpella. Je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Quelle est la revue pour laquelle vous écrivez ? Tromperie et trahison, répondis-je sans me retourner. Cette nuit-là, assise dans ma chambre d'hôtel, j'écoutais l'enregistrement. Les larmes finirent par briser la digue que j'avais si soigneusement construite. Pas pour Roger, je l'avais pleuré depuis longtemps, mais pour Émilie et ses enfants, dont j'allais détruire le monde. Un instant, je pensais, peut-être devrais-je tout laisser tomber. Partir, recommencer à zéro, les laisser vivre dans leur ignorance bienheureuse. Mais je me souvins de la police d'assurance à son nom. Des années de mensonges, un avenir qui m'avait été volé. Non, il méritait de connaître la vérité autant que moi. Et Roger méritait tout ce qu'il attendait. Mon anniversaire tomba un samedi, parfait pour ce que j'avais prévu. Roger endossa avec enthousiasme le rôle d'organisateur de la fête, confirmant mes soupçons. Il y voyait une opportunité.
Environ 50 invités devaient se rassembler dans notre grand jardin. Des collègues du cabinet, des voisins, de vieux amis d'université, des parents. J'ai aussi invité quelques partenaires commerciaux, mentionna-t-il nonchalamment au dîner une semaine avant l'événement. Je pense que tu trouveras intéressant de les rencontrer. Je souris. Quelle délicate attention. Quelqu'un que je connais? Non, ils sont de notre bureau de Boston. Mais tu les aimeras, j'en suis sûr. Le bureau de Boston. Bien sûr. Je hochai la tête avec reconnaissance, cachant mon cœur qui battait la chamade derrière un verre de vin. Il essayait enfin d'unir ces deux mondes. Mais cela ne se passerait pas comme il l'avait prévu. La veille de la fête, je retrouvai mes 3 alliés pour une dernière vérification du plan. Tout est prêt de mon côté, confirma Sarah, montrant des documents à l'aspect officiel dans sa mallette. Ce ne sont pas de vrais papiers juridiques, mais assez convaincants pour nos besoins. Rachel me tendit une clé USB. La présentation est prête. J'ai fait un test sur le projecteur dans la rue pendant que Roger était au travail. Et j'ai parlé aux invités spéciaux, ajouta ma sœur. Ils arriveront à l'heure exacte. Je pris une profonde inspiration en regardant ces femmes qui avaient été mon salut au cours des derniers mois. Merci. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Nerveuse? Demanda doucement Rachel. Non, réalisai-je avec surprise. Je veux juste que ce soit fini. En réalité, les derniers jours avant la célébration furent au bord de la rupture. Je dormais à peine, craignant que Roger ne se doute de quelque chose ou ne ruine le plan au dernier moment. Tout semblait planifié au millimètre près, et cela rendait la situation encore plus effrayante. Un faux pas et tout s'effondrerait. Cette nuit-là, Roger et moi dormîmes dans le même lit pour la dernière fois. Il me serra dans ses bras, marmonnant quelque chose sur le fait de rendre mon anniversaire spécial. Je restai éveillé, écoutant sa respiration régulière, me souvenant des moments où ce sont été réconfortants, et non un rappel de la trahison. 14 ans de mariage, des années qui ne peuvent être effacées. Le matin nous accueillit avec un temps parfait, un ciel dégagé, une température agréable, une brise légère, comme si la nature elle-même approuvait ce qui allait se passer. « Joyeux anniversaire, ma belle », dit mon mari, m'apportant le petit déjeuner au lit. « Aujourd'hui sera une journée incroyable. » « Oh, oui », acquiesçai-je, acceptant son baiser avec un sourire exercé. Sans aucun doute. À 18 heures, notre jardin s'était transformé. Des guirlandes lumineuses pendaient des arbres, éclairant d'élégantes tables couvertes de nappes d'un blanc immaculé. Une petite scène supportait un écran de projection. Les invités étaient sûrs qu'une vidéo touchante sur mes 40 ans y apparaîtrait. Des serveurs servaient silencieusement du champagne et des hors-d'œuvre exquis. Une musique douce créait un fond sonore qui ne gênait pas les conversations. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe qui mettait en valeur ma silhouette, dégageant confiance et force, pas de la pitié. Mes cheveux étaient relevés et les boucles d'oreilles en diamant, un cadeau de Roger pour notre 10e anniversaire, captaient la lumière à chaque mouvement. Les invités arrivèrent progressivement, me félicitèrent, admirèrent le magnifique décor. Roger jouait impeccablement son rôle de mari aimant, sa main possessive reposant sur ma taille tandis que nous saluions tout le monde. « Tu t'es surpassé », dis-je, sincèrement impressionné par l'élégance de la fête. Il rayonnait de fierté. Seulement le meilleur pour ma femme. Vers 7h30, je remarquai qu'il regardait de plus en plus souvent sa montre, son regard se portant involontairement vers l'entrée. Je savais qui il attendait. « Quelqu'un est en retard ?» demandai-je innocemment. « Juste quelques collègues », répondit-il en m'embrassant sur la joue. Comme par un signal, ma sœur apparut à mes côtés. « Lily, il y a un petit problème avec le traiteur. J'ai besoin de ton attention. » Je m'excusai, serrant légèrement la main de Roger, je dis « Je reviens dans une minute, chérie. » Derrière la tente du traiteur, Mindy et Sarah m'attendaient. « Ils sont arrivés », chuchota Mindy. « Ils se sont garés il y a environ 2 minutes. »« Tout le monde est en position ?» demandai-je. Sarah hocha la tête. Lucas et les avocats sont prêts. Grégory surveille toutes les sorties. La police a été prévenue de possibles troubles, mais n'interviendra qu'en cas de nécessité. On commence, dis-je en redressant les épaules. Nous retournâmes à la fête séparément, nous fondant dans la foule. Je pris une position d'où je pouvais observer Roger accueillir ses collègues, tout en restant invisible pour eux. Et les voilà. Émilie, nerveuse mais jolie dans une robe bleue, tenant la main de 2 enfants bien habillés. Mon cœur se serra douloureusement à leur vue. La fille, Chloé,
avaient les yeux de Roger, le garçon, Justine, son sourire. Roger les embrassa chaleureusement, trop absorbé par sa performance pour remarquer comment l'espace autour d'eux se réorganisait silencieusement. Mes alliés dispersaient soigneusement les gens à leur place. Je m'approchai lentement, une coupe de champagne à la main. Rachel et Sarah restaient à proximité, à portée de main. Roger, l'appelai-je. Ma voix résonna clairement dans la foule soudainement silencieuse. N'allez-vous pas me présenter vos invités ? Il se tourna, le visage calme, mais une lueur de malaise apparut dans ses yeux. Lily, voici ma collègue de Boston, Emily, et ses enfants. Collègue, répétai-je en tendant la main à Emily. Comme c'est intéressant. Je suis Lily Brox, l'épouse de Roger depuis maintenant 14 ans. La confusion traversa son visage. Épouse ? Mais Roger. Il a dit qu'il était divorcé depuis plusieurs années. Sa voix se brisa alors qu'elle le regardait. Il t'a dit ça ? Clarifiai-je doucement. Tout comme il m'a dit un jour que j'étais sa seule femme et qu'il travaillait dans le conseil. Le visage de Roger devint livide alors qu'il réalisait ce qui se passait. Lily, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Pour la vérité, terminai-je pour lui. Je ne suis pas d'accord. Je pense que mon anniversaire est le moment parfait pour la vérité. N'est-ce pas ? À ce stade, toutes les conversations s'étaient tues. Chaque invité regardait le drame se dérouler. Qu'est-ce qui se passe, Roger ? Exigea Emily, serrant ses enfants contre elle. Il regarda désespérément autour de lui, ne voyant aucune issue. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, fais-le, dis-je en désignant la foule silencieuse. Nous sommes tous très intéressés d'entendre ton explication. C'est un malentendu, dit-il. Son sourire charmant semblait maintenant forcé et désespéré. Lily et moi vivons séparés depuis longtemps. Le divorce n'est juste pas encore finalisé pour des raisons financières. Je ris. Le son était fragile dans l'air épais et tendu. Cette aversion ? Curieux. Parce que j'ai ici nos déclarations de revenus communes de l'année dernière. Je fis un signe de tête à Sarah et elle me tendit un dossier. Et ceci, continuai-je, ce sont les documents de la maison que tu as achetée à Boston il y a 6 ans avec Emily Smith. Je posai les papiers sur la table la plus proche. La maison que tu as achetée alors que tu étais marié avec moi, mais tu vivais ici, dans notre maison. Emily s'avança, le visage pâle. Roger m'a dit que le divorce était finalisé il y a 7 ans. Il n'y a jamais eu de divorce, l'informai-je, pas même une demande. Roger et moi avons partagé cette maison, ce lit, cette vie sans interruption pendant ces 14 années. Un murmure parcourut la foule. Le visage de Roger se pétrifia. Il réalisa qu'il n'y aurait pas d'issue facile. « Emily, prends les enfants et attends dans la voiture », ordonna-t-il. C'est une sorte de mauvaise blague. La seule blague ici, c'est le temps que tu as cru pouvoir maintenir cette mascarade, dis-je. Puis je me tournai vers Emily. Je n'ai découvert ton existence qu'il y a 6 mois, ainsi que votre mariage, les enfants. Tout était un mensonge. Emily fixa Roger, des larmes brillant dans ses yeux. Est-ce vrai ? Es-tu toujours marié avec elle ? Techniquement, oui. Techniquement, répéta-t-elle, incrédule. Nous avons un certificat de mariage. Nous avons des enfants. Qu'est-ce qui rend votre mariage invalide ? Eh bien, la fraude et les faux documents qu'il a utilisés pour couvrir cette vie, qui sont des infractions pénales, soulignai-je. Les enfants commencèrent à s'agiter. La fille s'agrippait à la robe de sa mère, et le garçon regardait Roger avec confusion. « Papa, je veux être avec toi. » Ce simple mot, « papa », résonna à travers le groupe rassemblé comme une onde de choc. Plusieurs de nos amis de longue date secouèrent la tête avec incrédulité. « Je crois qu'il est temps pour la présentation », annonçai-je en faisant un signe de tête à Rachel près du matériel de projection. L'écran s'anima avec un montage soigneusement édité, des photos de Roger et moi sur 14 ans de mariage, entrecoupées de photos datées de Roger avec sa seconde famille, des documents financiers, des transferts d'argent, le certificat du second faux mariage et la police d'assurance. Il s'avère que pendant 7 ans, commentai-je tandis que les images changeaient, Roger a mené 2 vies séparées, avec 2 femmes, 2 maisons, et a financé cette tromperie avec de l'argent en partie gagné grâce aux relations de ma famille et en partie grâce à une pyramide financière. À ces mots, Roger releva brusquement la tête. C'est un mensonge. N'est-ce pas, Lucas ? Voudriez-vous expliquer ce que nous avons trouvé ? Mon avocat s'avança, professionnel et autoritaire, vêtu d'un costume coûteux.
Au cours de l'enquête sur les finances de Roger Brox, nous avons découvert qu'il a organisé un système d'investissement utilisant des clients de son entreprise légitime et de ses entreprises fictives. Il promettait des rendements de société qui n'existent pas. C'était notre atout maître. Ce qui avait commencé comme une collecte de preuves de sa double vie s'était transformé en quelque chose de bien plus dévastateur. Plusieurs investisseurs floués sont ici aujourd'hui, poursuivit l'avocat, désignant 3 hommes stupéfaits au fond du jardin. Des clients que Roger a personnellement invités, ignorant que je les avais déjà contactés et leur avais fourni des preuves de la fraude. Roger se jeta sur moi, le visage tordu de rage. « Toi, tu as tout planifié pendant tout ce temps. » 2 gardes engagés par Grégory apparurent instantanément, le retenant avant qu'il ne puisse m'atteindre. « Oui, Roger, dis-je calmement, bien que mon cœur tambourina contre mes côtes, j'ai planifié. Tout comme tu as planifié de jongler sans fin avec 2 familles tout en escroquant des investisseurs. » L'heure suivante se déroula comme une danse de destruction impeccablement orchestrée. Tandis que Roger était maîtrisé, Sarah distribuait des dossiers de preuves aux personnes clés, les victimes de la fraude, Émilie, dont le frère était venu la soutenir, et 2 officiers de police qui se tenaient maintenant discrètement près de la sortie. Émilie s'effondra sur une chaise de jardin. Les enfants se pressèrent contre elle alors qu'elle essayait de comprendre la vérité inimaginable de sa vie. Je m'approchai d'elle avec précaution, consciente de la douleur que je causais, bien qu'elle soit autant une victime que moi. « Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon, dis-je doucement. Mais vous méritez de connaître la vérité. » Elle leva les yeux vers moi, des larmes coulant sur ses joues. « Saviez-vous pour nous quand je l'ai épousé ? » Non, l'assurai-je. Je ne l'ai découvert qu'il y a 6 mois. Il me disait qu'il était en voyage d'affaires. Pendant ce temps, Roger passa de la rage à des négociations désespérées, essayant de convaincre les gardes, puis les policiers, que tout cela n'était qu'un grand malentendu. « Vous ne pouvez pas m'arrêter », insista-t-il alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. « C'est une affaire de famille. » Un officier sortit un document avec un sceau d'un dossier. « Nous avons un mandat d'arrêt pour vous détenir, Roger Brox. Nous avons attendu le bon moment pour que vous ne puissiez pas vous échapper. La falsification de documents de divorce et la fraude à grande échelle ne sont pas des affaires de famille, répondit calmement un autre officier. Ce sont des infractions pénales. La plupart des invités eurent assez de tact pour partir discrètement, bien que certains s'attardassent en périphérie, incapables de détourner le regard de l'effondrement spectaculaire de ce qui semblait être une vie parfaite. Mindy s'approcha avec un verre d'eau pour Émilie. « Il y a une chambre préparée dans la maison où vous et les enfants pouvez être seuls, offrit-elle. Ma sœur a pensé que vous auriez besoin d'un endroit pour digérer tout ça. » Émilie me regarda avec surprise. « Vous avez préparé une chambre pour nous ? » Je savais que ce serait une expérience traumatisante, expliquai-je. Surtout pour les enfants. Je ne voulais pas qu'ils soient témoins de tout. Pendant que Mindy les conduisait dans la maison, Lucas me prit à part. La police aura besoin des dépositions de vous deux, de vous et d'Emily Brox. Légalement, Roger va maintenant être détenu pour fraude et falsification de documents de divorce. Je hochai la tête, regardant Roger être escorté vers la voiture de police qui attendait. Son visage était d'un gris cireux. Nos regards se croisèrent alors qu'on l'installait sur la banquette arrière. Je m'attendais à voir de la haine ou peut-être un appel à la pitié. Au lieu de cela, je vis autre chose, une lueur de respect, peut-être même d'admiration pour la manière si complète dont j'avais orchestré sa chute. Il m'adressa une petite révérence ironique avant de plonger dans la voiture. La fête, la célébration de mes 40 ans, était effectivement terminée. Le personnel du traiteur rangeait discrètement la nourriture et le matériel. Les lumières qui avaient semblé si festives projetaient maintenant des ombres étranges sur les tables vides. Rachel me trouva assise seule à la table d'honneur. Une coupe de champagne intacte se tenait devant moi. « Tu l'as fait » dit-elle simplement en s'asseyant à côté de moi. « Je l'ai fait » acquiesçai-je, fixant toujours l'endroit où se trouvait la voiture de police. « Alors pourquoi je ne me sens pas mieux ?» Elle couvrit ma main de la sienne. « Parce que la vengeance ne guérit pas les blessures. Elle ne fait qu'arrêter l'hémorragie. » Nous restâmes assis en silence un moment avant que je ne lève finalement mon verre. À 40 ans. Et à un nouveau départ. Les jours qui suivirent mon anniversaire se fondirent dans un brouillard de témoignages à la police, de réunions juridiques et de demandes de la presse. La double vie de mon mari devint une sensation locale. Son montage frauduleux était plus vaste que je ne l'avais soupçonné.
Les pertes s'élevaient à près de 150 000 $ et concernaient plus de 20 victimes. J'évitais la frénésie médiatique, me cachant dans un petit appartement loué que j'avais préparé des mois plus tôt. Ma sœur resta avec moi ces premières nuits difficiles où le sommeil ne venait pas et où les doutes s'insinuaient dans les heures sombres. Ai-je bien fait, lui demandai-je une nuit autour d'une bouteille de vin. Ces enfants vont grandir avec leur père en prison. Ces enfants auraient de toute façon grandi avec un menteur et un voleur pour père, nota-t-elle. Au moins, maintenant, Émilie peut construire une vie honnête pour eux. En parlant d'Émilie, elle me surprit en me contactant une semaine après la fête. Nous nous rencontrâmes dans un café tranquille, toutes deux nerveuses et incertaines. « J'avais besoin de vous voir », expliqua-t-elle alors que nous nous installions à une table avec nos cafés, pour tout comprendre. « Que voulez-vous savoir ?» demandai-je. « Quand avez-vous commencé à soupçonner ? Qu'est-ce qui l'a trahi ?» Je lui racontai l'appel téléphonique que j'avais surpris, l'enquête qui avait suivi. Comment je l'avais trouvé, elle et les enfants. Je vous ai interviewé, admis-je, dans la bibliothèque de l'école. Ses yeux s'écarquillèrent. Un article pour un magazine ? Je savais que votre visage m'était familier. Vous étiez blonde à l'époque. Puis, soudain, elle eut un petit rire plein de douleur. Mon Dieu, quelles idiotes nous avons été. Pas des idiotes, corrigeai-je. Des victimes. Il y a une différence. Nous parlâmes pendant des heures, comparant nos notes sur l'homme que nous avions toutes deux aimé. Les cadeaux d'anniversaire identiques qu'il nous offrait, les mêmes phrases romantiques, et même quelques connaissances communes, des gens qui savaient sûrement pour les deux familles mais qui avaient gardé le silence. Je n'arrête pas de me demander comment je n'ai rien vu, confessa Émilie. Il y avait des signes, des appels qu'il ne prenait pas quand j'étais là. Des week-ends où il était injoignable. Je lui faisais juste confiance. Moi aussi, dis-je doucement. Pendant 14 ans. Avant de nous séparer, elle me prit la main. Merci. Pas pour la façon dont vous l'avez fait, mais pour m'avoir fait connaître la vérité. Pendant ce temps, les ennuis judiciaires de Roger s'accumulèrent en cascade. La libération sous caution lui fut refusée en raison du risque de fuite, il attendit donc son procès en prison. Son avocat, un requin en costume coûteux, n'arrêtait pas de me contacter au sujet d'un éventuel accord. Quel genre d'accord ? Je ne cachais pas mon scepticisme. Lucas ajusta sa manchette comme si ce geste pouvait adoucir ce qu'il allait dire. Un plaidé coupable. Il admet sa culpabilité, remet tous les documents à l'enquête, révèle le montage et nomme ses complices. En échange, il demande une peine réduite. S'il a de la chance, il obtiendra 6 ou 7 ans au lieu de 10. Et pourquoi avez-vous besoin de mon consentement ici ? Sentis-je une boule sèche se former dans ma gorge. Vous êtes une victime. Votre témoignage, votre refus ou votre soutien à l'accord est important pour le tribunal. De plus, vous pouvez poser des conditions, restitution d'argent, renonciation à certains biens, ou insister sur une indemnisation complète. Et si j'accepte ? Ma voix était plus basse que je ne l'aurais voulu. Alors nous inclurons vos exigences dans le texte de l'accord. S'il les remplit avant le procès, cela jouera en sa faveur. Il garda le silence un instant, puis ajouta. Pour être honnête, il craint plus pour sa réputation que pour la peine. Fraude sonne pire que falsification. Aux yeux de la presse, il est déjà un scélérat. 2 familles, de faux investissements. L'accord est sa chance de sauver un peu de sa dignité. J'y réfléchis toute la nuit avant de prendre une décision. Le matin, j'appelai Lucas. Dites à son avocat que j'accepterai à une condition, dis-je. Si Roger renonce à ses droits parentaux et qu'Émilie obtient la garde exclusive des enfants. Lucas parut surpris. Vous en êtes sûr ? C'est trop facile pour lui. Il ne s'agit pas de lui, répondis-je. Il s'agit de ses enfants. Il mérite une chance d'avoir une vie normale. 2 jours plus tard, Émilie appela. Sa voix tremblait d'émotion. Il a signé les papiers. Quelque chose en moi se durcit à cette dernière preuve du caractère de Roger. Même ses propres enfants n'étaient que des pions pour lui. Que leur diras-tu quand ils seront grands ? Lui demandai-je. Après une longue pause, elle répondit, la vérité, adaptée à leur âge. Que leur père a fait de mauvais choix qui ont blessé des gens, y compris eux. Qu'ils paient pour ces choix, et que ce n'est absolument pas de leur faute. Cette nuit-là, pour la première fois en des mois, je m'endormis sans rêver de Roger. Mon 41e anniversaire se déroula tranquillement, exactement comme je le voulais. Pas de fête, pas de spectacle, juste un dîner avec mes amis les plus proches dans mon nouvel appartement du quartier des Jardins. L'année écoulée m'avait tellement changé.
Je découvrais encore de nouvelles choses sur moi-même. Après le divorce, étonnamment simple dans les circonstances, j'ai quitté le cabinet d'avocat d'affaires pour travailler pour une organisation à but non lucratif aidant les femmes à reconstruire leur vie après un traumatisme. Le salaire inférieur signifiait passer de notre manoir à la campagne à un appartement moderne surplombant les lumières de la ville. Un compromis qui ressemblait à la liberté, pas à une perte. Au nouveau départ, porta un toast Rachel, levant son verre après le dîner. Et aux vrais amis, ajoutai-je, regardant le petit groupe qui m'avait soutenu à travers tout cela. Après le départ de tout le monde, je m'assis seul sur le balcon, regardant la ville en contrebas. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Joyeux anniversaire, Lily. Je t'ai sous-estimé. Mon erreur. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé un moyen de me contacter depuis la prison. Je n'étais pas surprise, Roger avait toujours été plein de ressources. Je supprimai le message sans répondre et bloquai le numéro. Il n'avait plus de pouvoir sur mes pensées ou mes sentiments. L'audience de détermination de la peine eut lieu sans moi. 10 ans pour fraude. Je n'y assistais pas, disant adieu à ce chapitre de ma vie. Le lendemain matin, je retrouvai Émilie pour notre café mensuel désormais régulier. Elle était retournée dans sa ville natale de Chicago avec les enfants, travaillant comme enseignante en maternelle et se remettant lentement. Hier, ma fille a posé des questions sur son père, partagea-t-elle en remuant son latte. Elle voulait savoir si les mauvaises personnes peuvent redevenir bonnes. Et que lui as-tu dit, demandai-je. Que chaque jour, les gens font des choix, et que je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Elle sourit tristement. Je ne sais pas si Roger changera un jour, mais je veux qu'elle croie en la rédemption. Je hochai la tête, comprenant sa sagesse. Et toi ? Certains jours sont plus difficiles que d'autres, admit-elle. Mais on s'en sort. Les enfants se sont révélés être résilients. Et au fait, je fréquente quelqu'un. C'est merveilleux, dis-je, sincèrement heureuse pour elle. Et toi, as-tu quelqu'un de spécial ? Je secouai la tête. Pas encore. En ce moment, je me concentre sur moi-même. J'apprends qui je suis sans Roger, qui m'a défini pendant si longtemps. Nous nous séparâmes avec une étreinte qui aurait semblé impossible un an plus tôt. 2 femmes liées par la trahison, mais refusant d'être définies par elles. Ce soir-là, je reçus une grande enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document juridique. Roger avait cédé sa part d'un portefeuille d'investissement d'une valeur de près de 20 millions de dollars. Une note était jointe. Peu importe le coût, je suis désolé. Pas seulement de m'être fait prendre, mais pour ce que j'ai fait. Tu méritais mieux. Roger. Je restai dans la cuisine, fixant son écriture familière. Était-ce un remords sincère ou une autre manipulation ? Est-ce que cela importait même ? Après mûre réflexion, je transférai la totalité de la somme à un fonds d'éducation pour Chloé et Justine. Roger leur avait volé leur père. Le moins que je pouvais faire était d'aider à assurer leur avenir. En regardant le coucher de soleil depuis le balcon ce soir-là, je réalisais quelque chose d'important. La femme qui avait orchestré cette vengeance élaborée à la fête d'anniversaire n'était pas la femme que j'étais en train de devenir. Cette Lily-là se nourrissait de douleur et de trahison, aussi justifiées que fussent ses actions. Cette Lily-ci, celle qui sirotait du vin et regardait les étoiles s'allumer au-dessus de la ville, avait trouvé un chemin vers autre chose. Pas tout à fait le pardon, mais peut-être la compréhension, et certainement la force. J'avais perdu mon mari, mais je m'étais trouvé dans le processus. Et ça, réalisais-je, c'était la plus profonde des vengeances. Au fil des ans, l'histoire de mon anniversaire est devenue une sorte de légende. Pas les détails dramatiques de la trahison et de la révélation, mais la façon dont j'ai transformé ma douleur en but. Mon travail dans l'organisation à but non lucratif s'est développé. J'ai commencé à élaborer des programmes spécialement conçus pour aider les femmes à reconstruire leur vie après des trahisons personnelles majeures, qu'elles soient financières, émotionnelles ou conjugales. Chaque cas était unique, mais l'essence restait la même, reprendre le contrôle de son histoire. Émilie et moi sommes restés en contact, mais pas de façon constante. Nous échangions des messages pour les anniversaires, partagions de rares nouvelles de nos vies. Au début, notre communication était prudente. Nous marchions toutes les deux sur des œufs. Ce qui a aidé, c'est que nous avions toutes les deux suivi une thérapie, chacune avec son propre psychologue. Là, pas à pas, nous avons appris à séparer la culpabilité de Roger de nos propres sentiments et à cesser de nous battre l'une contre l'autre. Ses enfants s'épanouissaient. Chloé devenait une musicienne talentueuse. Justine montrait des promesses en mathématiques.
Ils connaissaient la vérité fondamentale sur leur père sans être consumés par ses erreurs. Roger a purgé 8 ans sur 12 avant d'être libéré sur parole. Par des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'il travaillait comme comptable. Ses anciennes relations professionnelles lui étaient à jamais fermées. La chute fut impressionnante, mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de moi, d'Émilie, d'aller de l'avant. 5 ans après cet anniversaire fatidique, j'ai rencontré Alex, un veuf qui comprenait la complexité, qui avait sa propre histoire de perte et de renaissance. Notre relation s'est construite sur la transparence, le respect mutuel et une compréhension partagée que la vie suit rarement le scénario que nous imaginons. Lors de notre première conversation sérieuse, je lui ai tout raconté sur Roger, sur le plan, sur mon parcours. Ça a dû être incroyablement difficile, dit simplement Alex en me tenant la main. Oui, acquiesçai-je. Mais je ne suis plus cette femme. Je suis celle qui a survécu, celle qui a grandi. Émilie a assisté à notre mariage 2 ans plus tard. Demoiselle d'honneur, amie qui comprenait le tissu complexe de la survie. Chloé, qui jouait magnifiquement du violon, interpréta une pièce de sa propre composition pendant la cérémonie. La vie, comme je l'ai appris, n'est pas une question de vengeance parfaite, mais de résilience parfaite.